Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui devant les ambassadeurs et ambassadrices de l'excellence française. Même si je dois avouer que je me suis posé la question de la légitimité. En un homme, comment puis-je être pertinent ou objectif pour parler de la place des femmes dans la tech? Comment vont résonner mes mots? Comment ne pas faire preuve de parti pris? Mais c'est malgré tout avec plaisir et enthousiasme que je me lance dans cet exercice. Alors, quelle doit être la place des femmes dans la tech? D'ailleurs, y a-t-il une place pour les femmes dans la tech? Si la réponse est oui, pourquoi en sommes-nous condamnés à nous poser la question de leur place? Pourquoi faisons-nous face à une situation aujourd'hui aussi déséquilibrée? Pour répondre à ces questions, il convient de regarder un petit peu dans les rétroviseurs. Est-ce une situation nouvelle? Si oui, pourquoi? Sinon, quelles ont été les causes de ces grandes mutations? J'ai donc fait un peu d'archéologie. Pour être tout à fait honnête, j'ai demandé au département Marcom d'Atos de faire quelques analyses et il est apparu que l'histoire de l'informatique n'a pas toujours été masculine. Saviez-vous par exemple que Ada Lovelace a inventé le premier programme informatique de l'histoire en 1842, soit plus de 100 ans avant le premier ordinateur produit par IBM en 1952. Les calculatrices de l'ENIAC ont programmé les premiers ordinateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, au milieu des câbles, des commutateurs, des serveurs qui pesaient 30 tonnes, qui faisaient la taille d'un salon et qui étaient 10 fois moins puissants que le téléphone portable que vous avez probablement toutes dans la poche. Grasshopper a conçu le langage COBOL dans les années 50, toujours utilisé dans les banques et les assurances, et nous avons chez Atos de nombreux ingénieurs aujourd'hui travaillant et développant des applications dans ce langage. Les figures de l'ombre de la NASA fait référence à ces 3 scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Et dans le sillon de ces femmes plutôt visionnaires et avant-gardistes, de nombreuses autres se sont lancées dans les métiers de la tech et de l'informatique. Et d'ailleurs, on observe une certaine parité jusque dans les années 80. Alors, que s'est-il passé ensuite? 2 mutations peuvent expliquer partiellement ce retournement. L'avènement du PC et du gaming, comme vient de le présenter Audrey, marketés comme des objets masculins. Certaines d'entre vous pourraient même dire masculin du type adolescent prépubère qui bricole son PC, comme il le fait sur sa mobilette. Le deuxième événement est l'avènement du tout numérique dans les entreprises, présenté comme des filières ou des carrières masculines. Cette mutation s'est progressivement opérée dans l'ensemble des couches de la société, non seulement dans les entreprises, mais surtout dans les filières universitaires, puis dans les écoles. D'une certaine manière, la situation dans les entreprises n'est que le reflet de la situation des écoles dans lesquelles les entreprises comme Atos viennent sourcer leurs besoins. S'il faut donner quelques chiffres pour illustrer ce symptôme, le nombre d'étudiantes en informatique chute à partir des années 80 et continue de chuter aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, 20 points de moins entre les années 80 et aujourd'hui. On est passé, je crois, de 37% à 17% de femmes dans les universités. En France, le nombre de femmes diplômées de la tech a baissé de 6% entre 2013 et 2018. Mais après tout, on pourrait se poser la question, ce déséquilibre est-il grave? Pourquoi devrions-nous avoir une parité? Et d'ailleurs, si les entreprises de la tech étaient un reflet de la société, les femmes devraient être surreprésentées. Mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi les femmes, et plus particulièrement les jeunes femmes, choisissent des filières connexes? Valérie Pécresse a apporté des éléments de réponse dans son préambule. Je ne reviendrai donc pas dessus. Mais il est clair que l'école et l'enseignement scolaire ont un rôle clé en la matière. Reshma Saujani, j'espère ne pas avoir écorché son nom, est intervenue à l'occasion d'une TED conférence intitulée «
Apprenez aux filles à être courageuses, pas à être parfaites. En d'autres termes, dans la tech, il faut prendre des risques. Il faut oser, trébucher de nombreuses fois, mais se relever à chaque fois, et très rapidement. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle certains scientifiques, et je pense notamment au prix Nobel physique, Pierre-Gilles de Gennes, ont attaqué le modèle éducatif français en indiquant qu'il nuisait à la créativité et à l'innovation. Nous devons, notamment dans les grandes écoles comme les vôtres, Centrale, Supélec, enseigner aussi les vertus de l'échec. Et peut-être, je dis bien peut-être, que l'échec scolaire finirait alors par ne plus en être un. Mais si je reviens sur le volet business, une minute, une transformation majeure s'est opérée ces 2 dernières années. Elle s'est même amplifiée récemment du fait de la crise sanitaire. Nous sommes en train de passer d'un canal de distribution physique, essentiellement les commerces et les commerces de proximité, à un canal de digital. Et dès lors que l'on parle du digital, vient se greffer une notion importante qu'est l'expérience utilisateur ou encore le parcours client. Le nombre de clics, la qualité des interfaces web, les couleurs, la rapidité avec laquelle vous allez trouver l'article que vous recherchez, les chatbots qui vont vous guider dans votre choix, même l'intelligence artificielle et les qualités des réponses qui seront apportées à vos questions. Et on est passé progressivement d'un volume de 10% des ventes à plus de 40% sur le canal digital pour la plupart des grandes enseignes. La semaine dernière, j'étais encore avec Fnac Darty ou avec Sephora, et on est vraiment sur cette transformation, ce changement d'échelle. Et l'on s'aperçoit que le taux de conversion achat est d'autant plus important lorsque l'interface web a été designée, développée et est maintenue par des équipes majoritairement féminines. En conséquence, la capacité d'une entreprise tech à féminiser ses équipes digitales a une incidence directe sur son volume d'affaires. Le sujet n'est donc plus un aspect de bienséance ou de politique sociale, mais la mixité devient à présent un vrai driver business. Il requiert donc l'attention du management et de la direction des entreprises. Et cette tendance va indéniablement s'amplifier dans les années à venir, avec le déploiement de l'intelligence artificielle, du machine learning, toutes les problématiques de biais algorithmiques que Valérie Pécresse évoquait il y a quelques instants. La tech est en train de façonner le futur, disait-elle, dans lequel nous vivrons demain. On ne peut pas construire ce futur en ignorant les spécificités de la moitié de l'humanité. Même les métiers labellisés féminins n'échapperont pas à l'avancée du numérique. Les infirmières devront faire face à la digitalisation de la santé, exploiter l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de santé, pour la chirurgie à distance via la 5G. Beaucoup d'assistantes sociales réaliseront des consultations en vidéoconférence, utiliseront des chatbots pour orienter les demandes ou les besoins des gens. Mais plus important encore, les professeurs des écoles et les enseignants devront adapter les cours à la vidéoconférence, notamment durant cette période de crise sanitaire. Apprendre le numérique aux enfants, apprendre à développer. Comment être un référent en la matière si les femmes n'en maîtrisent pas parfaitement les préceptes? Il est donc, selon moi, urgent d'amener les femmes vers les carrières de la tech pour qu'elles puissent être partie prenante des enjeux de société. Si nous n'y parvenons pas, nous en partirons toutes et tous. On constate donc l'urgence à rétablir un équilibre des genres dans les métiers de la tech. Alors il me reste une dernière question à adresser. Comment, en tant que dirigeant d'entreprise, contribuer et accélérer cette transformation? Parmi les mesures décidées chez Atos, on a tout d'abord une politique de réduction des écarts de salaire. Nous avons aussi la flexibilité dans les horaires de travail. Et nous avons mis très tôt
en place des possibilités de télétravail, jusqu'à 3 jours par semaine. En 2019, Atos a signé le manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers du numérique. Puis en recrutant aussi en dehors des filières traditionnelles du numérique. En développant aussi des programmes de rétention et de promotion spécifiques. Et mon propos n'est pas là d'être plus indulgent avec les femmes, ni même de les privilégier, mais uniquement de prendre en compte la spécificité des genres dans la planification des carrières. Et je sais que dans vos cours, on insiste tout particulièrement sur ce que l'on qualifie aujourd'hui de soft skills. Et puis, il convient de ne pas adopter de posture passive en attendant les candidatures. Et c'est exactement ce que l'on a tenté de faire humblement aujourd'hui avec vous et avec cet événement pour vous dire en quelque sorte, rejoignez-nous. Atos recrute entre 1000 et 1500 jeunes diplômés par an et émet plus de 500 stages et alternances. Vous l'aurez compris, il nous faut plus de femmes dans la tech et donc plus de femmes chez Atos. Pour plus de mixité, plus de représentativité dans la façon dont nous allons construire ensemble le futur. Je vous remercie d'avoir participé à cette demi-journée de conférence et j'espère très sincèrement vous avoir convaincu de venir faire carrière chez Atos. À très bientôt donc.